goed van Mediaruimte kijken naar de rol die het SIM vandaag speelt en hoe ze het centrum graag zouden zien evolueren. Aujourd'hui, nous aurons un débat autour du thème Are buyers Sims best friends? Nous écouterons donc les témoignages des annonceurs et des agences. Et historiquement, les agences ont toujours été très impliquées dans le SIM au travers de leur participation dans les commissions techniques. Maar hoe is die situatie vandaag en welke verwachtingen hebben adverteerders en agentschappen op het vlak van data? We praten erover met de volgende panelleden. Corinne Verstraeten van Mediacom, Sylvie Hirzi de Telenet, Thierry Brinard de Wavemaker, Yves Wemmers de BNP en Hugues Rey de Avamelia. Welkom, bienvenue. En ja, Stef, jij zit er ook vandaag bij. Jan, je hebt je gisteren zo geamuseerd dat je dacht van, dit mag ik ook dit mag ik niet missen. Laat ons even het hebben over die rol die het SIM speelt. Is die grote liefde er nog altijd? Corinne, ik begin bij jou als Mediacom-vertegenwoordigster. Ja, ik vind liefde wel een mooi woord met het SIM. Hè. Toch? Ja, toch wel. Ja, we hebben het SIM nodig. Hè. Het SIM heeft een heel belangrijke rol te spelen in het meten van de bereikcijfers. En die rol die vervult ze dan ook. Tegelijkertijd stellen wij ons ook veel vragen natuurlijk bij hoe dat vandaag gebeurt. Ik denk dat we daar veel over kunnen debatteren vandaag. Want uiteindelijk is de nood aan real-time data toch ongelooflijk groot geworden. Ik denk dat we het ook gezien hebben met de COVID-situatie en alle onverwachte evenementen die er nog geweest zijn. Of zelfs verwachte evenementen, waar dat we zien dat die invloed op de bereikcijfers wel heel groot is en dat we dat vandaag heel moeilijk kunnen capteren in bepaalde media. Mm-hmm. Thierry, comment décririez-vous le rôle que joue le SIM pour votre agence? Alors aujourd'hui, le SIM, clairement, est très très important parce que la majorité de nos outils sont encore nourris par les données qui sont auditées par le SIM. Néanmoins, on voit aussi dans les agences de plus en plus de sociétés développent leurs propres outils, soit pour pallier un manque qu'on a qui n'est pas encore rempli aujourd'hui par le SIM. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc pour moi, le SIM est toujours très important, toujours dans l'air du temps, mais néanmoins a besoin de clairement évoluer pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Et Hugues, vous voyez le SIM de la même façon? Vous parliez d'amour, alors on pourrait parler de mariage aussi. Dans le cas du SIM, c'est intéressant parce que c'est un mariage à trois. Néanmoins, puisqu'on va y trouver les annonceurs, qu'on va y trouver les agences, qu'on va y trouver les médias, bien sûr. Alors, mariage à trois, est-ce que c'est positif, négatif? C'est 50 ans que ça dure, et donc il y a certainement aussi un terme qu'on peut utiliser, c'est mariage de raison. C'est pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire seul. Et ici, on trouve toute la profession, et effectivement, ça nourrit un grand nombre de nos outils. Il y a des moments où c'est un mariage de passion. Ça manque peut-être par moment aussi, pour pouvoir continuer à faire progresser la profession. Donc oui, c'est utile, et on peut toujours envisager une version qui continuera à progresser. Trouvez-vous que le SIM a toujours cette même connexion avec la réalité de votre métier, de ce que vous faites? C'est une question extrêmement intéressante, parce qu'il y a un certain nombre des éléments du SIM qui continuent effectivement à nourrir notre métier, et d'autres qui ont évolué moins vite. Maintenant, le monde a sans doute évolué plus vite les 20 dernières années que les 30 premières années de l'histoire du SIM. Et donc, c'est avec plus de sources, plus d'opportunités, des outils de recherche qui ont été à la fois plus onéreux et moins onéreux. On a diverses pistes qui se sont présentées à nous. Et donc, c'est difficile par moment de ne pas pouvoir embrayer sur des solutions qui se présentent sans dire j'ai besoin de 4 ans pour obtenir un accord. Donc, effectivement, par moment, la vitesse, la célérité fait qu'on peut envisager d'autres pistes que le SIM. Néanmoins, j'insiste, par moment, il y a tout à fait du sens à garder une currency qui est partagée par tous. Et dans ce cas-là, le SIM est certainement l'endroit où on va trouver le lieu pour obtenir cette currency. Et d'autre part, il y a des réalités économiques. Il ne faut jamais oublier la taille d'un pays comme la Belgique. C'est 11 millions d'habitants. On n'est pas un très très grand pays. Les coûts de la recherche ne sont pas toujours compressibles. Donc tout ce qui peut être fédéré mérite d'être fédéré aussi. Et là, le SIM est certainement un bon endroit pour fédérer. Comme le dit Hugues, Thierry, vous êtes dans un métier qui évolue très vite. Est-ce que vous retrouvez ce même dynamisme au sein du SIM? Objectivement, je ne pense pas. Non. Ça risque peut-être de fâcher certaines personnes, mais je pense que le SIM, déjà juste par son nom, devrait évoluer. Le SIM, c'est le centre d'information des médias. On se rend compte que finalement, de plus en plus, une part du gâteau de plus en plus grande est prise par d'autres touchpoints que le média à proprement parler. Quel sera un meilleur nom alors?
peut-être le site, le centre d'information des touchpoints. C'est une discussion que j'avais déjà eue à l'époque où j'étais membre du conseil d'administration du CIM. Mais je pense qu'il y a tellement d'argent qui part de l'écosystème traditionnel des médias classiques vers, entre autres, les GAFA, entre autres les influenceurs et plein d'autres nouveaux touchpoints dans notre métier qui devraient être mesurés que pour permettre aux annonceurs et aux agences d'avoir une vue holistique de la performance de leur plan de communication. Ik weet niet, Corinne, of jij je kan vinden in wat we van u en Thierry hebben gehoord. Ja, Heeft ik heb het wel SIM nog uitzien. voeling met de realiteit van wat jullie precies doen? Maar ik vind het ook wel een beetje gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar het SIM. Het SIM is altijd maar wat wij ervan maken en wat wordt vertegenwoordigd door ons. Dus als wij vinden inderdaad dat dat niet voldoet, dan zijn we ook wel in de macht om daar iets aan te doen. En het grote, en Hugo sprak over passie in een huwelijk. Ja, als er financiële problemen zijn, is die passie soms moeilijk te vinden. En ik denk dat we daar ook een beetje in terechtgekomen zijn. We doen het met de middelen die we hebben, van een klein land zoals we zijn. Maar aan ons ook om die verantwoordelijkheid te nemen, samen met de adverteerders natuurlijk en de rest van de markt, Ja. om daar iets aan te doen. Oui. Oui, néanmoins, enfin, je pense aussi qu'on parlait justement de moyens, de moins en moins de moyens. Il y a un élément qui n'est pas négligeable aussi à mentionner dans notre écosystème. C'est qu'il y a une dynamique dans la tripartite où il y a de plus en plus de pitchs qui sont organisés par les annonceurs. Et finalement, par qui est financé le SIM? Par les annonceurs, par les agences et par les médias. Hein. Mais finalement, en augmentant de manière permanente la fréquence des pitchs, ce qui veut dire qu'on va demander aux agences médias de faire des efforts sur leur rémunération, on va demander aux médias de donner plus de conditions, ce qui veut dire que finalement, notre écosystème est occupé à s'appauvrir, ce qui fait qu'on délivre de moins en moins de moyens dans notre écosystème pour pouvoir développer ou des technologies ou des algorithmes qui vont permettre de pouvoir justement donner une meilleure mesure de l'audience. Si on combine à ça le fait que les moyens sont vitaux, c'est des moyens en termes de gens, et là on en parle peut-être plus aussi de l'implication de nos équipes dans le SIM, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité. Est-ce que le SIM continue à tourner comme ça tournait à l'époque? Nos gens sont clairement mis sous pression, d'une part parce qu'il y a beaucoup plus de KPIs à mesurer, d'autre part les équipes sont de plus en plus réduites parce qu'on a de moins en moins de moyens, et troisièmement, les délais par lesquels on nous demande parfois de pouvoir répondre à nos annonceurs sont de plus en plus courts. Donc la combinaison de l'ensemble de ces éléments-là fait en sorte que nos gens sont aussi moins disponibles dans nos agences pour consacrer, comme on le faisait à l'époque, 1 ou 2 après-midi par mois pour nourrir aussi le SIM. Donc c'est un peu le fait la poule. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait plus de moyens? Et peut-être pour terminer, et ça je trouve très ambitieux de la part du gouvernement flamand, on l'a vu lors du dernier, les plans d'aide aux médias, le gouvernement flamand a décidé de construire un plan d'aide pour les médias sur 6 piliers. Et dans ces 6 piliers, il y en a un qui est la mesure des performances médias cross-plateforme ou multiplateforme. On en a parlé hier. Formidable, encore une fois, pour le nord du pays. Et qu'est-ce qu'on fait pour le sud du pays? Quand est-ce que dans ce pays, on va faire quelque chose de national? Et ça, c'est un autre problème. Il y aura donc un marché à 2 vitesses. C'est ce qu'on a... On attend de voir ce que le gouvernement wallon ou la communauté française va débloquer comme fonds pour éventuellement pouvoir développer un outil qui sera mergeable avec la solution qui sera développée dans le nord du pays. Oui, est-ce qu'il y a peu de sens de développer 2 outils différents au demeurant? Ça n'a aucun sens d'avoir une version francophone et une version néerlandophone. Het heeft geen nut, maar we staan er denk ik niet vrij van dat dat kan gebeuren. En wat dan? En dan staan we daar met de meeste adverteerders die toch nationaal adverteerder, waar dat we mogelijk dan toch nog altijd 2 plannen op een andere manier zouden moeten meten. Heeft heel weinig zin natuurlijk. Eén currency, al tenminste voor een media per land, zou al een minimum zijn. Et en même temps, c'est super excitant. Enfin, l'initiative du gouvernement flamand, c'est top, quoi. Enfin, c'est incroyable de pouvoir débloquer autant de moyens pour attaquer ce type de problématique. Donc la critique doit aller dans le bon sens en finalité. Donc ça prouve qu'il y a quand même un besoin qui existe et pour lequel on peut trouver des moyens dans une partie du pays. Donc il faut voir le positif par rapport à tout ça. Het is ook niet de bedoeling van de partijen die betrokken zijn bij het crossmediaal meetsysteem in Vlaanderen om daar een exclusief Noord-project van te maken. Hè. De bedoeling is dat die know-how natuurlijk ter beschikking komt binnen of buiten het SIM, nationaal. Dus daar maak ik mij weinig zorgen over. Ik vind het wel interessant. Belgen dromen eigenlijk van dezelfde dingen als Fransen en Duitsers. Hè. Engelsen weet ik niet, maar bon. Maar onze portefeuille is veel kleiner. Thierry,
reproche un peu, les annonceurs, qu'ils rendent la vie difficile, entre autres en organisant trop de pitch. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est exagéré? Je commence. On vient de faire tous les deux, je pense, hein, les deux côtés, les deux côtés de la page, hein, du côté agence et du côté annonceur. Alors, est-ce que c'est légitime? Certainement. On est tous passés en agence par un rythme soutenu de pitch, avec comme conséquence, évidemment, des renégociations, qu'elles soient sur le coût des médias ou qu'elles soient sur le scope of work et les coûts associés à ces services par les agences. Est-ce que tous les annonceurs sont à tous les niveaux identiques dans ce squeezing, hein, dans cette pression qu'on met sur les agents? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que du côté agence, j'ai eu pas mal d'annonceurs qui étaient très respectueux et des délais et du nombre de pitch et de la loyauté sur pas mal d'années. Et maintenant, du côté annonceur, je les ai rejoints il y a 5 mois, pardon, excusez-moi, ça passe vite. Et il est hors de question de pitcher en année 1 en tous les cas, alors que je pourrais dire, je viens avec une autre expérience, je viens avec des attentes qui sont les miennes et avec une transformation requise par le business, par Telenet, par l'écosystème dans lequel on est. Donc il faut qu'on accélère un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il y a moyen de gérer les deux. Là où ça devient compliqué, c'est quand on n'a pas de pouvoir de décision sur le territoire belge. Et ça, évidemment, ça arrive beaucoup, puisque nous sommes un petit pays, on l'a dit et on l'a répété, mais à côté de ça, il y a énormément de sociétés qui n'ont pas de point de décision ici et qui font partie de contrats internationaux. Et quand on lance un pitch sur un territoire qui n'est pas du tout le territoire unique de la Belgique. Mais voilà, ça nous éloigne certainement un peu du CIM. Mais moi, je suis moins critique que toi, Thierry, et je te donne la parole dans un instant. Je pense que les volontés d'investir dans le CIM sont très présentes dans les agences, en tous les cas dans celles que je gérais auparavant, elle est très présente. Je pense qu'on y a mis nos plus beaux cerveaux, nos plus belles personnes, nos personnalités, tous les plus fédératrices. Hein. Si je pense à celles qui étaient à l'époque chez Mediabrains et qui le sont encore aujourd'hui. Je pense par contre que ce qui amène à parfois ce manque de célérité, parfois à cette incapacité de pouvoir être spot-on sur un projet avec des étapes précises, c'est la structure même de l'association, c'est le financement de l'association, c'est le pouvoir des uns et des autres, et ça on peut pas le nier. Et ça, je pense que c'est un élément qui, si on veut vraiment adapter le CIM au jour d'aujourd'hui, à la vitesse nécessaire, au real time nécessaire et à l'inclusion la plus large possible, et je ne parle pas encore des GAFAM, je pense qu'il faut changer certainement les pouvoirs des uns et des autres. Yves. Je suis assez d'accord avec les propos de Sylvie. Je pense qu'au fond, de la même façon qu'on parle des annonceurs internationaux qui organisent des pitchs, c'est de plus en plus des réseaux d'agences qui y répondent. Et effectivement, la Belgique est partie prenante de part et d'autre, que ce soit du côté annonceur ou du côté agence, d'un pitch qu'il n'a pas forcément eu envie d'organiser. Donc, je pense qu'il y a un équilibrage qui se fait et que oui, la taille et l'étroitesse du marché et la complexité de notre pays, enfin, je veux dire, qui n'a jamais été confronté à un reporting qu'on demandait de faire en national, alors que forcément chez nous c'est différent. Voilà, ça limite effectivement la possibilité de pouvoir évoluer de manière indépendante, comme ça peut l'être dans d'autres grands pays. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense que mettre des ressources, quelles qu'elles soient, dans la tripartite, dans le CIM pour faire évoluer les choses, effectivement, c'est la même chose que de former un gouvernement en Belgique à la fin. C'est-à-dire que c'est compliqué, ça demande du consensus, ça demande que les points de vue les plus progressistes soient limités par les points de vue les plus rigoristes ou les plus à gauche de l'échiquier, je dirais. Et donc à la fin, il faut essayer d'arriver à trouver un équilibre. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on a une série d'autres players qui ne sont pas aujourd'hui dans le CIM et qui viennent eux-mêmes avec leur propre manière de mesurer, d'auditer et qui sont jugés partis, ben oui, la réalité de la vitesse d'exécution de nos métiers, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à faire confiance à ce qui passe, un peu comme une fake news sur les jeunes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est la même chose, et que ce travail d'aller dans le fond, creuser, comprendre, essayer de se poser des questions, ben, on a, pour plein de bonnes raisons, elles ont été partiellement citées, on n'a plus l'occasion de le faire. Donc, je pense que c'est pas une... On parlait de mariage et de 50 ans de relation. Je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut se poser la question si le ménage à 3 est toujours ce qui va convenir pour les 50 prochaines années, en fait. On a parlé de chiffres,
SIM, si vous les comparez aux chiffres de third parties, disons-le comme ça, quelles sont les différences? Y a-t-il des... Je pense qu'on touche à, pour moi, une notion fondamentale qui est la transparence versus la non-transparence. Aujourd'hui, dans le CIM, effectivement, le fait que ce soit autant de personnes qui, à un moment donné, accouchent d'une étude ou d'une réflexion sur une étude, montre qu'il y a eu de l'intelligence, de la réflexion et qu'il y a eu des débats au travers des commissions. À l'inverse, effectivement, quand on nous donne des chiffres juste comme ça, servis sur un plateau, et qu'on pose des questions, il n'y a pas véritablement de réponse. Donc, quelque part, aux agences, aux annonceurs, de faire la part des choses entre ces chiffres m'intéressent et je m'en accommode très bien, même si la source n'est pas très bien vérifiée, versus quelque chose où on doit peut-être attendre un peu plus longtemps ou peut-être c'est pas mis à disposition comme on l'aurait souhaité, mais avec une rigueur statistique, une approche méthodologique qui fait pour moi partie des fondamentaux du CIM aujourd'hui encore. Oui. On a besoin de plus de transparence. Je rejoins ce que tu dis tout à fait. Je pense que la plus grande qualité du CIM aujourd'hui est d'être cette partie indépendante qui rassure tout le monde, qui fédère tout le monde et qui rassure tout le monde sur une méthode statistique qui est hyper solide, de par les gens qui la gèrent, cette institution, et de par les différents bureaux avec lesquels on travaille et de par tous les gens qui traitent ces données. Je pense par contre que quand on parle de données, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur l'utilité de l'ensemble des données et sur ce qu'on peut en faire, ce que les agences peuvent en faire ou ce que nous, annonceurs, on peut en faire. Et là, je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un gros mouvement, évidemment, qui se passe avec le digital et où, aujourd'hui, l'ensemble des données qu'on reçoit sont des données qui sont incomplètes. Elles sont tout à fait valables quand il s'agit des médias qui ont évolué vers le digital, mais qui restent à la base des médias, j'ose à peine dire le terme, mais offline, l'audiovisuel, le print et autres. Et là, je veux dire, personne ne met en doute la certification de ces données, la collection de ces données, la mise à disposition de ces données sous des éléments, sous des formes qui nous intéressent tous. Par contre, sur tout ce qu'il manque, là, je voudrais vraiment que le marché puisse s'entendre, en ce y compris des players qui ont leurs règles et dont la Belgique ne décide pas, pour pouvoir nous donner quelque chose d'un peu plus solide. Et je pense, en tous les cas, d'un peu plus complet. Solide, je n'en douterai pas, mais complet. Et là, je pense qu'il y a un danger dont on n'a pas parlé aujourd'hui sur le CIM, c'est le remplacement de ce que le CIM fait par l'ensemble des données qui sont aujourd'hui rassemblées par des adtech, par des algorithmes et mises à disposition d'une autre façon, qui répondent en grande partie à un certain nombre de choses dont nous avons besoin. Et donc, si on veut penser aux 50 années qui viennent, comment est-ce qu'on le fait pour ne pas louper le TGV dans lequel il y a lieu de monter? Et il faut monter, on aurait déjà dû y monter, il faut y monter encore plus rapidement. Et je sais que ça ne joue pas uniquement dans les gens qui gèrent le CIM et dans les gens qui composent le CIM, mais il est temps que le marché s'inquiète de cela. Oui, Thierry? C'est là où je me pose la question, et je suis content d'être avec Sylvie. Je suis convaincu que dans les 10 ou les 15 années qui viennent, les telco operators, pour Telenet, Proximus et vous, qui collectent quand même énormément de données. Il faut quand même se rappeler qu'en Belgique, la télévision est toujours mesurée par 1500 audimètres, la radio elle est mesurée par des carnets d'écoute trimestriels. Ce sont des méthodologies qui sont certes valables, mais aujourd'hui, on a des opérateurs télécoms qui disposent de bien plus de données à travers des set-top box qui coûteraient peut-être même moins cher à traiter. Pour autant, qu'il y ait quelque part aussi une entente entre aussi bien Telenet, Proximus et vous pour pouvoir éventuellement mesurer peut-être des données, je dirais la bande passante, quand on regarde les GAFA, quand on surfe. On sait combien de temps les gens vont passer sur Facebook, combien les gens vont passer sur Google, combien les gens vont passer sur RTL ou sur les VTM. Donc là, je pense qu'il y a déjà aussi un rôle qui doit peut-être être pris par des acteurs présents de manière historique, mais qui ont des méthodologies de tracing beaucoup plus fortes et peut-être plus riches que ce qu'aujourd'hui fait le CIM. Oui, effectivement. Sylvie? Absolument, mais je pense que beaucoup de personnes y travaillent. Je pense que c'est un sujet hyper sensible. On parle de données premières, protégées par des contrats, protégées par la protection des données, protégées par une situation concurrentielle dans un écosystème qui est heavy. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Mais je pense que des étapes ont été mises sur pied. Elles ont été mises sur pied par Guillaume Boutin, elles ont été mises sur pied par John Porter, elles ont été mises sur pied par d'autres. Mais je pense qu'on n'a pas encore cassé, en tous les cas, ou craquer le problème dans son ensemble. Et là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et je ne pense pas qu'on y sera très vite.
À cause de à cause de la sensibilité des données, à cause de la sensibilité de la situation économique de chacune des sociétés, à cause de la sensibilité de la compétitivité. Mais je pense qu'on a, en tous les cas chez Telenet, et je peux vous donner notre vision qui n'est pas encore sortie sur l'externe pour les années à venir, c'est Partners in Life for Life, et ça change énormément. Ça veut dire que Telenet aujourd'hui s'ouvre à une autre vision de partenariat par rapport à celle qu'elle avait dans le passé. Beaucoup plus ouverte, beaucoup moins dominante peut-être, beaucoup plus peer-to-peer et fédératrice, et beaucoup plus large dans ce qu'on essaye de faire. Et je pense que les données, en tous les cas, sont un des piliers qu'on va développer, qu'on développe déjà. On a quand même 200 data engineers aujourd'hui, donc je pense qu'il y a certainement de l'intelligence, telle que tu l'as décrit, à tous les niveaux pour pouvoir en faire quelque chose en tout cas. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quand même, parce que ce qu'on n'a pas encore défini ici, c'est des données pour faire quoi? Ici, on parle données, mais en finalité, lorsqu'on passe du sondage au comptage, en fait, c'est ce qu'on est en train de raconter, si on met des mots très très simples, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? A priori, on devrait pouvoir améliorer deux choses. Hein. D'abord, que les médias fassent mieux leur travail, se dire je vais mieux toucher les gens, et que l'expérience publicitaire que l'on va fournir à l'annonceur soit meilleure. Et en finalité, c'est peut-être celle qu'il faut mettre tout en haut, et je suis persuadé que quand on est Telenet, on se dit la première chose qui m'importe, c'est les consommateurs des produits Telenet. Qu'est-ce qui fait une meilleure expérience? Entre autres par rapport à la publicité, que l'expérience publicitaire soit meilleure. Yes. Donc aujourd'hui, les outils du SIM, on se dit qu'ils sont limités sur de la télé classique, certes, et il y a un certain nombre de raisons qui font que on touche peut-être pas toujours les bonnes personnes, on les touche peut-être trop souvent, et donc on n'est pas dans un rapport très écologique à l'utilisation de la donnée. On fait au mieux et il y a des débordements. Pouvoir utiliser de la donnée telle qu'elle est décrite dans ce cas-ci devrait améliorer à 3 niveaux, je le répète, que ce soit l'expérience du consommateur, que ce soit ce que les médias vont offrir et ce que les annonceurs sont en droit d'attendre. Et là, ça devient intéressant et on n'est pas la vraie question est de se poser, le jour où on a créé le SIM, il y avait un mission statement relativement clair, qui était pouvoir donner un point de vue objectif sur l'utilisation des canaux. Et c'est quand même là où on se retrouve. Steph, tu as aussi un peu de la tête, mais en finalité, si on se retrouve dans un débat à 3 parties, avec des médias, des annonceurs et des agences, c'est quand même utilisation des canaux. Les médias vous diront j'aimerais mieux pouvoir construire mon offre média, les agences mieux pouvoir l'acheter, et les annonceurs vont dire il faudrait que ça fonctionne en plus. Et c'est cette réalité-là qui est intéressante. Donc avant de se dire on va rajouter de la donnée sur de la donnée. U geeft natuurlijk gelijk dat de use case essentieel is. En in elke vergadering zeg ik data, ja, so what, waarom, om wat te doen. Dus daar volg ik volledig. Misschien nuttig om te vermelden dat de eerste gesprekken tussen het SIM en de telco's dateren van 4-5 jaar geleden. De eerste resultaten van mogelijke samenwerking zullen misschien zichtbaar zijn begin volgend jaar. Met zeer duidelijke finaliteiten, namelijk tv-meting versterken en toelaten dat we dynamische advertising beter kunnen meten. Dus daar hebben we de combinatie van telco's die meewerken met het SIM, duidelijke use case, en avant marche. En voor de rest hangt het natuurlijk inderdaad van dit gezelschap af, onder andere, wat we precies willen en hoe we de telco's daarbij kunnen betrekken. Maar dat het duidelijk is dat er naast onze klassieke gegevens, naast de proprietary gegevens van media, van adverteerders, dat er ook andere bronnen moeten aangeboord worden. Telco's is 1 bron. We hopen nog de dag mee te maken dat de GAFA's ook over de brug komen. Dat is nogal duidelijk. Ja, daar zijn gesprekken over? Daar zijn gesprekken over geweest. Die dateren van 2015. Ja. De laatste gesprekken dateren van 2021. Het resultaat is tot nu toe 0. In praktische termen. Het zijn nuttige gesprekken, het zijn constructieve gesprekken. We weten wat de ene wil, we weten wat de ander wil. We weten waar we belangen gelijk lopen, waar dat ze verschillen. Maar in de praktijk komt daar nog niks van. Dus dat zou nog moeten veranderen. Ja, en dan wat die data van de GAFA's betreft, in hoeverre zijn die dan betrouwbaar? En is er dan een rol weggelegd voor het SIM om een soort van, niet alleen cijfers, maar ook
cijfers van anderen gaan controleren. En het antwoord certificeren. is natuurlijk eenvoudig. Nee, het SIM heeft daar geen rol te spelen. Maar jigs hebben daar wel een rol te spelen. En dat gebeurt in Duitsland en dat gebeurt in Frankrijk en in Engeland. En wij spreken regelmatig met elkaar. En als de Duitse jig natuurlijk de systemen van YouTube auditeert, dan hopen wij daarvan te kunnen profiteren. En dan is het eigenlijk in het belang van YouTube om dat voor heel Europa te kunnen doen. Ja. Dat is een eenmalig initiatief geweest, opnieuw, een paar jaar geleden. Dat is niet bestendigd en dat wordt nog niet uitgerold internationaal. Maar daar zijn we natuurlijk als Europese jigs wel mee bezig. Het SIM op zich, België is daar te klein om enige significante invloed uit te oefenen. Maar we spreken daar wel internationaal over. En quoi, désolé de vous poser une question, Steph, mais en quoi est-ce que le SIM n'est pas un super JIX alors? C'est une addition de JIX quand même. Il faut comprendre, Hugues, tu sais ça aussi bien que moi, que oui, c'est vrai que dans les milieux de geek, on est considéré un super geek, mais à Silicon Valley, ils s'en foutent. Hein. Donc, ils divisent le monde en trois. Il y a les top pays, il y a les intermédiaires et il y a ceux qui ne représentent pas grand-chose. Je ne suis pas sûr où la Belgique est, mais certains n'ont pas dans le top. Donc, enfin, on ne va pas tout le temps continuer à parler des GAFA. Je dis simplement que la marge de manœuvre pour les Belges dans l'histoire est relativement limitée. Okay. Mais même en dehors des GAFA, on peut dire qu'on a un super JIX. Hein? Oui, tout à fait. Mais donc, l'approche par défaut aujourd'hui des grands JIC, et c'est la direction dans laquelle le SIM doit évoluer, je pense, c'est de mesurer les GAFA, peu importe ce qu'ils veulent, ou peu importe ce qu'ils donnent ou pas. Et donc en France, ça a amené à un modèle hybride où ils utilisent certaines données des GAFA et combinent avec leurs propres mesures. En Angleterre, ils s'en passent des GAFA et ils organisent leurs mesures, mais il est clair, de nouveau, on rêve de même chose, mais leurs porte-monnaies sont un tout petit peu plus profonds que les nôtres. Advertising space. There are so many advertising spaces left, if only you're willing to see them. And talking about space, how about this? Space. The ultimate marketeer. You put your ad on a space rocket and reach the real unserved audience out there. Why limit your message to mere Earthlings? Don't just think outside the box, think outside the globe, mate. It's amazing. Go where no man has ever gone before. You take your billboard, you wrap it up. You can keep inventing new media. Or you can use the existing ones smarter. Ads and data. We unwaste. Hey, goedemorgen. At GfK, knowledge is our currency. We track over 180 million products and process trillions of data points for our clients. If you know exactly when you need to know, then you can move with conviction. At GfK, we know. When life comes to a grinding halt, and yet everything changes so rapidly, we put the spotlight on the important issues
that move us every day. To help you adjust. To lift your spirits. It's our responsibility to make this world a better place. And to support the right causes. Because television makes a difference. Engage. Comment voyez-vous effectivement évoluer le CIM dans l'avenir? Parce qu'on fête cette année le 50e anniversaire, mais on a organisé ce débat pour apprendre, pour évoluer, pour développer. Quelles sont vos idées pour avoir un CIM plus fort en Belgique? Plus inclusif, plus de touchpoints mesurés, donc peut-être plus de moyens ou des technologies qui sont peut-être moins onéreuses par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui comme méthodologie et qui permettront peut-être d'optimiser les process et de pouvoir prendre plus de touchpoints. Plus de touchpoints. Moi, je pense qu'on a fait un exercice qui s'appelait le CIM 2020, oui. Et où on a été assez précis sur, en tous les cas, ce qu'on espérait du CIM. Et ce qu'on espère toujours du CIM, parce que l'ambition, je pense, n'a pas changé, c'est de pouvoir suivre le consommateur et de pouvoir en fait mesurer sur base des individus qui ont leur parcours journalier qu'ils ont, et certainement encore plus aujourd'hui du côté annonceur que quand j'étais en agence, même si les deux intérêts sont identiques. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir avoir exactement ce que tu décris par rapport à ce que certains pays étrangers font, c'est-à-dire de pouvoir se dire qu'on ne va pas demander l'autorisation et on va inverser un peu la demande et suivre les gens, parce que ce sont les gens qui sont confrontés à ce que des annonceurs ont envie de leur proposer, à ce que des médias ont envie de leur proposer comme contenu. Ça, je pense que c'est super important. Le deuxième point, qui pour moi est très important aussi, tu as très vite balayé de la table la certification. Et je peux comprendre peut-être parce qu'on n'a pas aujourd'hui de collaboration suffisamment étroite avec des GAFAM, mais une certification de ce qui se passe dans notre pays. Quand on a des mouvements de médias qui deviennent des mouvements très importants, d'omnipotence quelque part sur le territoire, dans le Nord certainement, et avec certains mouvements aujourd'hui de merger and acquisition dans le Sud aussi, je pense que pour rassurer un certain nombre de choses, il serait intéressant aussi de pouvoir, à un moment X, automatiser plus. Je crois j'adorerais qu'il y ait une couche d'intelligence, de business engine et d'automation ajoutée dans le CIM pour pouvoir non seulement certifier ça, mais pour pouvoir aussi jouer un rôle plus central dans ce qui fait nos métiers de tous les jours, c'est-à-dire de vendre des produits, de livrer des conversions d'acquisition, du Customer Lifetime Value. Et je pense que si on pouvait voir dans quelle mesure est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui peut être agrémenté de cette couche d'automation, de cette couche de mesure pour autre chose que de l'audience et ou de la médias, ça pourrait aider énormément d'annonceurs. Voor alle duidelijkheid, ik heb certificatie en auditering niet van tafel geveegd. Het enige dat ik gezegd heb is dat de internationale auditeren, dat zal ook een internationale audit zijn. Je zal merken, in andere sessies is het al uitgebreid besproken dat het CIM moet evolueren van een ad- frequency data leverancier naar een rol die veel breder gaat en die onder andere met auditeren en certificatie te maken heeft. Ja, en dat gaat nog een stuk verder, denk ik. Want Thierry zei het in het begin al, dat wij als agencies ook onze eigen tools hebben ontwikkeld om soms ook wat er niet uit de CIM komt te kunnen palliëren. En dat kan ook gecertifieerd worden, denk ik, door het CIM. We zijn ook allemaal bezig met veel meer proprietary media. Dat is ook weer zoiets waar dat er heel duidelijk een label van de CIM op zou kunnen komen. Dus ik denk dat dat ook verder gaat dan alleen met de GAFA's en dergelijke. Maar zelfs wij, denk ik, als mediabureau zouden daar zeer vragende partij van zijn voor wat dat wij aanbieden. Yves, vous voyez le CIM comme certificateur de données aussi? Moi, ça fait longtemps que je le vois et je pense que dans les commissions CIM 2020, je pense oui que d'un côté, aujourd'hui, les médias / publishers ont la possibilité d'avoir des gens chez eux dans les équipes research qui pourraient venir avec des morceaux d'informations du CIM qui pourraient compléter avec des études. C'est un même travail qui pourrait être fait en agence aujourd'hui parce qu'à un moment donné, oui, un annonceur a besoin de se raccrocher à des études qui disent voilà, si j'ai la patente et le CIM proof derrière, effectivement, j'ai une capacité à pouvoir me dire OK, il y a du travail.
on n'est pas insensible à devoir payer pour du travail qui a été fait, ce genre de choses, si ça apporte effectivement une valeur dans ce qui nous intéresse, dans l'achat d'un plan média ou autre. Donc je pense que oui, effectivement, moi, le SIM certificateur, je suis preneur d'une part, et d'autre part, moi j'ai toujours rêvé d'un SIM qui était open data, et de dire qu'effectivement, les gens qui souscrivent au SIM ont accès aussi à de la donnée brute, et que derrière, la compétition qui peut exister entre les talents qui sont les agences médias s'effectue aussi par des recherches, des data scientists qui vont derrière aller chercher de l'insight qui aujourd'hui n'est pas présent directement dans les PowerPoint qui sont donnés, mais qui sont en fait réellement disponibles en croissant, en cherchant, en creusant et éventuellement en venant présenter une étude ad hoc qui va affirmer le point de vue ou l'inverse. Mais je pense que oui, là, il y a pour moi un vrai territoire de différenciation et parce que aussi aujourd'hui, dans la réalité du monde, il y a de moins en moins de données qui sont captées end-to-end avec le consommateur. Et donc oui, tout ce qu'on viendra en amont sur faire les bons choix en amont, c'est quelque part de l'argent qui sera en moins dans le waste, dans tout l'écosystème advertising après. Donc moi, je suis plutôt pour ce genre d'initiative. Je sens que Hugues veut absolument ajouter quelque chose. Je voulais embrayer parce que le mot qui pour moi semble assez clair par rapport à un futur, c'est ouverture. Alors ça va dans le sens de ce que Yves a dit. Mais effectivement, je pense que le SIM peut être tout à fait soit producteur, soit certificateur de données d'excellente qualité. Je crois aussi que dans la plupart des... Soit, et pas les deux en même temps? Si, c'est plutôt un « et » qu'un « ou ». Donc, un producteur de données d'excellente qualité et un certificateur de données d'excellente qualité. Pour plein de raisons d'ailleurs, certaines existent et n'ont pas besoin d'être retravaillées pour être mises à disposition. Par contre, si on peut les qualifier, c'est une excellente chose. Deuxièmement, je pense que pas mal d'agences, voire toutes les agences, travaillent sur des systèmes propriétaires. Des systèmes propriétaires qui sont soit pensés en termes de système et souvent sur lesquels il y a une couche d'intelligence, voire d'études. Je pense encore que ces études, si on peut, et là on peut parler d'ouverture, les alimenter d'une part avec la donnée existante qui provient du SIM ou certifiée par le SIM, c'est du réalisme économique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que toutes les agences font qui se base sur les mêmes données. Et tant qu'à faire, si ces données peuvent être, dans ce cas-ci, partagées au niveau de l'ensemble de l'industrie, par rapport à la taille d'un pays, ça fait du sens. Idéalement, vos matières premières vont de toute façon influencer ce que vous allez faire par la suite. Donc ça fait du sens qu'une industrie investisse dans son ensemble, si ces données sont utilisées par tous, dans des données de la meilleure qualité possible. Donc ça reste quelque chose qui est très très vrai par rapport au SIM. À ça, rajoutez-y la couche d'ouverture, comme Yves le mentionne, qui est de se dire à chacun de se distinguer avec ces données qui sont les matières premières, plus sans doute celles qui sont propres à chacune des agences, et une intelligence propre à chacune des agences pour pouvoir se démarquer, répondre au mieux aux problématiques propres de chacun de ces annonceurs. Mais il y a un vrai besoin de pouvoir, vu la taille du pays, se dire que nous avons un endroit où l'on peut industrialiser avec de la qualité et où l'on peut continuer à progresser. Le tout, c'est de ne pas se bloquer, en finalité. Donc, il faut précisément éviter le moment de blocage. Op dit ogenblik zijn er natuurlijk enkele mediavertegenwoordigers die dit debat volgen, die beginnen te schuifelen op hun stoel, omdat zij er nog niet van overtuigd zijn dat het delen van gegevens in hun belang is. Dus we hebben dat ook gemerkt in het debat tussen media, dat er bij een aantal mensen een bereidheid is om te onderzoeken, kunnen we samen niet de dingen beter doen en ons ecosysteem beter positioneren. Maar ik denk dat nog niet iedereen die mening is toegedaan. Dat heeft ook in het verleden geblokkeerd om een aantal SIM-data vrij te geven. Hè. Dus, en hoe kan daar aan gewerkt worden dan? We zullen het aan de nieuwe voorzitter van de UMA vragen. On va surtout commencer par dire que le pire qui puisse arriver à une étude quand un marché investit dans cette étude, c'est qu'elle ne soit pas utilisée. Et donc, il y a deux qualités dans une étude. D'abord, qu'elle soit techniquement bonne, et deux, qu'un maximum de gens l'utilisent. Et vous savez quoi, les deux sont aussi importantes, en finalité. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, je pense réellement que l'ouverture est une bonne chose pour tous. Pourquoi? Parce que l'ouverture, ça veut dire qu'il y aura plus d'intelligence à tous les niveaux. Plus d'intelligence au niveau des médias, plus d'opportunités d'intelligence au niveau des agences et plus d'opportunités pour les médias et pour les agences d'apporter de la valeur aux agences. Donc réellement, l'ouverture, pour moi, est un défi et c'est sûr qu'il faut se remettre sans doute 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière. Les premières données de l'audimétrie c'était d'une grande rareté. Elles étaient sans doute un peu moins riches qu'aujourd'hui.
Et finalement, sur les 35 dernières années, ou 30 dernières années, ça fait plutôt 35 ans, 30 et 35, elles se sont certes améliorées, mais pas aussi vite qu'un certain nombre d'autres choses. Donc c'est leur utilisation qui font la différence et cette capacité de pouvoir la croiser. Même sur de la vieille audiométrie, il y a moyen de croiser d'autres données et de continuer à avoir de bons discours par rapport à de la vieille télé traditionnelle dans laquelle nous investissons tous encore plusieurs dizaines de pourcents de l'ensemble des investissements en médias. Je voudrais rajouter un truc si on parle du futur du SIM, qui pour moi est très important. Donc on parle d'ouverture des données, on parle de la mise à disposition au plus grand nombre d'un certain nombre de données brutes pour faire exactement ce que vous avez expliqué. Rien n'empêche le SIM de faire exactement la même chose, d'utiliser l'ensemble de ces données pour construire des modèles qui seraient très actuels, c'est-à-dire des modèles qui nous aident à atteindre nos objectifs business, nos objectifs quels qu'ils soient. Et donc aujourd'hui, je pense que le SIM, ayant déjà à disposition cette donnée et ayant déjà la confiance des médias, qui sont peut-être encore dans l'incertitude de ne pas vouloir aller vers 100% d'ouverture, le SIM pourrait parfaitement penser à du modeling, pourrait parfaitement dire dans un produit, dans un secteur, dans un objectif qui est ce KPI-là, on a plusieurs modèles qui ont prouvé pouvoir fonctionner, ces modèles sont A, B, C, D. Et cette donnée est à disposition, et ces médias sont à disposition, et ils nourrissent quelque part les agences et les annonceurs dans des objectifs qui sont très actuels, et qui ne sont pas uniquement des objectifs d'effective reach sur de la télévision ou sur du plan cross-média, mais beaucoup plus sur le rôle à jouer demain dans des funnels d'achat 100% digitaux de l'e-commerce. Quel modèle aujourd'hui, avec la donnée dont vous disposez, vous pourriez mettre à notre disposition pour que demain, je sache quels médias belges utiliser pour arriver à un objectif d'e-commerce, par exemple. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on pourrait faire. Et donc, nous, on peut jouer avec ces modèles, on peut jouer avec cette donnée brute, mais vous pouvez parfaitement jouer avec cette donnée-là aussi, je pense. Sim, modeling. Stef. Ja, ik ben geneigd om terug te gaan naar wat dat Hugues daar straks zei over use case. Zoals Sylvie het nu voorstelt, lijkt het erop alsof het gaat om strategische informatie, strategische modellering ter beschikking te stellen van adverteerders en agentschappen. Wat nog iets anders is dan bijvoorbeeld real-time live optimisering van multi-touchpoint campagnes. Dus modellering is een containerbegrip waar eigenlijk zeer precies moet bepaald worden wat hebben we nu echt nodig en wat is de use case. En daar denk ik dat deze bende hier nog wat werk heeft om de andere familie binnen het SIM te overtuigen van wat in hun belang is en in jullie gemeenschappelijk belang. Om dat te concrétiseren. Et on le fait aujourd'hui, Steph. Aujourd'hui, on a ces modèles en place qui nous permettent de convertir avec eux et d'autres dans le flow. Mais aujourd'hui, tous les modèles d'e-commerce ou de conversion font exactement ce que tu disais. Où est-ce qu'on optimise? Comment est-ce qu'on achète? Quel poids on met sur quel média? C'est exactement le rôle des agences, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait leur enlever énormément de leurs craintes si ils pouvaient, quelque part, tenir en compte que les méthodes d'achat ont aussi changé. Et que les méthodes d'achat, telles qu'on les a connues auparavant, en QGRP, en CPM ou autres, doivent également évoluer. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer. Et c'est vrai qu'on a certainement encore un devoir de refinement et d'affinement du use case, macro et micro, mais je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui sont en place aujourd'hui et qui sont volontairement laissées de côté. Alors cette partie d'argent-là, elle s'en va. Elle s'en va parce qu'elle est déjà aujourd'hui investie à 25, 30, 40, 50% sur des médias digitaux qui ne sont pas des médias belges. Non, je voulais peut-être juste revenir sur un point lié à l'ouverture. Hugues parlait d'ouverture. Je pense qu'on doit être honnête aussi avec nous-mêmes dans la tripartite. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas toujours favorables non plus à l'ouverture, parce qu'une ouverture pourrait être défavorable aussi à leur part d'investissement publicitaire. Et je pense que c'est quelque chose qui... Alors, je ne pense pas que ça concerne spécifiquement les agences médias ou l'annonceur, mais je pense qu'autour de la table, un des grands acteurs de la tripartite, c'est le média, et le média local. L'ouverture doit être aussi de leur part, à la fois de la part de Google et Facebook, il faut qu'eux participent, bien entendu, mais le cross-média pourrait être du coup très dommageable, sachant que la majorité des outils nous permettent de calculer le cross-média, et donc on aurait peut-être trop de duplication sur des médias qui appartiennent aux GAFA versus des médias qui sont belgo-belges,
Et du coup, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'écosystème ou l'économie du média belge? Je crois que là, tu sous-estimes les médias. Oui. Je crois qu'ils ont bien évolué depuis les 5 dernières années, aussi bien en position objective par rapport aux GAFA, mais aussi psychologiquement à ce qu'ils sont prêts à faire. Et je crois qu'ils n'ont plus peur du tout des GAFA. Ce qui est un changement, hein, parce que ça a été différent dans le passé. Parce que toi, t'en penses, Hugues? Je pense qu'il faut que les médias ont moins peur et ne nient pas l'existence. Je pense qu'il y a eu un moment où on a nié... ne pas mesurer était formidable. Hein, on a eu des débats formidables, entre autres, avec des régies digitales belges qui disaient « ça n'existe pas ». Google n'existe pas, Facebook n'existe pas. Il n'y a que moi qui fait 48% de part de marché dans le monde digital. C'était quand même assez formidable comme point de vue. Et évidemment, c'est faux. Et donc, je pense que j'avais une collègue qui disait « la peur n'annule pas le danger ». C'est précisément ce qu'il faut pouvoir inverser dans ce cas-ci. Il faut connaître si l'on veut pouvoir faire progresser. Et à ça, on peut encore ajouter, et ça c'est un plaidoyer sur lequel je suis persuadé, le consommateur valorise de toute façon plus le média belge. Mais il faut que les médias belges comprennent le marché dans lequel ils vivent dans sa globalité pour pouvoir continuer à se faire progresser. Donc c'est vrai, les médias ont sans doute moins peur, mais ce n'est pas en disant je vais ne pas donner accès au marché à l'ensemble de la donnée que nous allons pouvoir continuer ensemble à défendre ce marché. Ouais, pour ajouter sur ce point-là, je pense que c'est un point super important dans tout ce qu'on fait tous autour dans la tripartite, c'est le point de vue du consommateur. Moi, personnellement, surfer sur un site, peu importe lequel, sur lequel, effectivement, mon expérience de consommation de contenu n'est pas optimale parce que j'ai de la publicité qui vient de manière intempestive et pas OK, etc., ça ne me donne pas envie de continuer. Donc, je pense qu'il y a en ça un gros retour vers les fondamentaux. Le consommateur va consommer du contenu qui l'intéresse parce qu'à un moment donné, l'expérience qui lui est proposée, elle est optimale à tous les niveaux. Et donc, je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est que oui, sur certains médias, il y a quand même à un moment donné certaines expériences qui sont toujours aujourd'hui pas OK. Et donc, voilà, et de l'inventaire qui a été ajouté chez des GAFA en se disant bah tiens, ça va être facile, ça va faire de l'argent. Et ça va pas. Et donc, je pense que ça, oui, il y a un effet, une prise de conscience. Il y a un retour aux fondamentaux qui est, bah oui, on va gérer notre inventaire nous-mêmes. Et ça commence à revenir. Et je pense que ça n'est que bénéfique pour le consommateur. Et de là, on peut lui dire, tu veux voir mon article ou tu veux lui continuer à lire, tu vas payer 1 €. Et là, on dit, ben voilà, le contenu est intéressant, l'expérience est complètement intégrée. Et à la fin, le client de tout le monde, ça reste le consommateur final. Alors, pour terminer, je vais faire le tour de table et vous demander de formuler en une seule phrase le plus grand défi, selon vous, pour le CIM de demain. Tu peux passer. Non, je pense le plus grand défi, peut-être arriver à insérer cette couche d'automation qui pourrait accélérer un certain nombre de choses à tous les niveaux. Et l'utilisation intelligente de cette technologie dans la core mission, la mission cœur du CIM. OK. Yves? Rester fidèle à ses principes et avancer avec une ligne directrice claire. Corinne? Ik kom eigenlijk een beetje terug op wat ik in het begin gezegd heb. Dat is het real-time kunnen aanleveren van data. Waar wij als mediabureau echt wel heel veel nut aan zouden hebben. Hugues? Ouais, moi, je vais revenir sur mon idée de mariage. J'ai parlé de... et en fait, je crois au mariage de passion, moi. Donc, en gros, c'est un défi humain, le CIM. C'est de continuer à faire travailler la tripartite ensemble et de trouver des choses passionnantes à faire ensemble. Et partout où on a eu envie de développer, on a développé. Donc, il faut se redonner quelques belles pistes de développement, tout simplement dit. D'accord. Thierry? Élargir, je pense, passer peut-être de la tripartite à un quatuor, comme on disait là tout à l'heure, peut-être intégrer plus les opérateurs télécoms dans la réflexion stratégique, data et technologique. Okay. Je retiens donc que les représentants d'agences aiment les mariages à 3 ou 4 ou 5. On va voir. Nous sommes déjà ouverts. C'est le nouveau modèle. OK, voilà, nous voici arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je tiens bien évidemment à remercier nos partenaires, nos panélistes. Merci Steph aussi. Et merci à vous tous, nos téléspectateurs, de nous avoir rejoints. Morgen komen we nog een laatste keer bij u langs en dan zijn we helemaal into digital. Want we willen polsen naar de grootste uitdagingen op het vlak van digitale marketing en de manier waarop de internetstudie van het CIM daartoe bijdragen. Bedankt dat u erbij was en heel graag tot morgen.